Vous écoutez les podcasts de la team Géoloc. Dans cette série de podcasts, vous allez découvrir le projet InMob, la cartographie du handicap par mesure inertielle pour faciliter la mobilité. Aujourd'hui, nous vous diffusons la 4e partie de la restitution du projet InMob. L'objectif de ces conférences est de restituer aux participants pourquoi ils sont dans le projet et qu'est-ce que la team Géoloc a été capable de faire au bout d'1 an avec les données collectées. Dans cette 4e partie, Valérie Renaudin, directrice du laboratoire Géoloc, Han Yuan Fu et Min Wang, doctorante, vont vous présenter la recherche scientifique du projet avec des premiers résultats. Alors, on va passer sur la dernière partie de ce matin, qui est la partie scientifique en fait, du projet avec des résultats. Donc, on va rester à un niveau de compréhension pour tout le monde, mais on va rentrer aussi un petit peu dans un peu de résultats scientifiques, on va dire. Alors, première question, est-ce que InMob utilise Galileo ? Alors, ce n'est pas un résultat scientifique du projet, mais combien parmi vous m'ont posé des questions sur Galileo ? Levez la main. Allez, en toute honnêteté. Quel est le rapport ? Oui, bah oui, mais vous savez, je l'ai mis là parce qu'il y en a quand même beaucoup parmi vous qui m'ont dit Galileo, est-ce que ça va améliorer la localisation parce que c'est plus précis ? Ouais. Mais c'est une manière de communiquer avec vous. Hein. Mais donc, du coup, je me suis permis de rajouter ici un peu d'informations sur Galileo pour répondre à ce genre de questions. Donc en fait, Galileo actuellement, c'est 26 satellites qui sont lancés ou qui sont en rotation autour de la Terre, dont 22 qui sont actifs, répartis sur 3 plans orbitaux à un peu plus de 23 000 km au-dessus de nos têtes. C'est une constellation qui est financée par la Commission européenne. Et c'est important parce que ça assure une indépendance au niveau international d'un point de vue géopolitique dans l'exploitation de solutions de géolocalisation qui fonctionnent sur toute la planète. Donc typiquement en cas de conflit, malheureusement la guerre en Ukraine, c'est très important que l'Europe puisse être indépendante dans l'exploitation de ce genre de solutions et pas dépendante d'un système américain. Ça reste une solution qui est fonctionnelle dehors. Donc ça, c'est important de le garder en tête. Pour pouvoir utiliser du positionnement par satellite, il faut recevoir un signal. Les satellites sont positionnés à 23 000 km au-dessus de nos têtes. Ils émettent comme un signal radio. Et lorsque le signal arrive au sol, il est faible. Il n'est pas fort en puissance. Bilan des courses, il ne rentre pas dans les bâtiments. Et l'autre chose, c'est qu'il faut voir un minimum de 4 satellites, ce qu'on dit en visée directe, c'est-à-dire avec un trajet non réfléchi dans l'environnement. Si je reprends mon histoire de la balle de ping-pong qui rebondit, là, il ne faut pas qu'elle rebondisse, pour pouvoir avoir une position qui est précise. Et donc, pour augmenter le nombre de chances d'avoir 4 satellites minimum visibles pour se positionner, on est passé depuis un certain nombre d'années à des solutions dites multi-constellations. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser que Galileo ou que GPS, mais on va utiliser du Galileo, du GPS et d'autres constellations. Donc Galileo Europe, GPS américain, mais il existe aussi une solution chinoise qui s'appelle Beidou et une solution russe qui s'appelle GLONASS. Donc les technologies aujourd'hui, dans les téléphones portables, vont être multi-constellations, c'est-à-dire qu'elles vont intégrer ces solutions-là, et elles vont être aussi, on dit bifréquences, c'est-à-dire qu'elles vont recevoir le signal émis par ces satellites sur 2 canaux, et donc on augmente encore plus les chances de voir suffisamment de signal pour avoir une solution qui soit fonctionnelle et précise. Au sein du laboratoire, on s'est engagé depuis quelques années dans le développement d'une application qui remplace le moteur de calcul Google pour tout ce qui est calcul de position à partir de ces signaux satellitaires. Donc Galileo, GPS, Beidou et GLONASS. On est rentré dans cette démarche parce que c'est une démarche qui a été lancée par la Commission européenne pour accompagner l'adoption de Galileo dans tous les objets connectés. Donc notre démarche et celle de bien d'autres a pour conséquence aujourd'hui que la plupart de vos téléphones portables sont et vont être compatibles avec les signaux Galileo.
Si on parle de précision, donc on peut, nous, grâce à notre application, aller calculer la précision qu'on peut atteindre avec une constellation GPS ou une constellation Galileo ou une autre sur un téléphone portable, puisqu'on a développé notre propre application qui s'appelle Géologue PVT. Et donc, on peut aller voir ce qu'on obtient en termes de précision. Donc, aujourd'hui, la précision qu'on a avec que du GPS sur un téléphone portable, dans un environnement urbain mais dégagé, ça va être de l'ordre de 5,5 mètres, 5,50 mètres. Lorsqu'on utilise que du Galileo pour se positionner, on va être aujourd'hui aux alentours des 4,70 mètres. Donc, on a un gain de précision, c'est-à-dire que quand vous entendez que Galileo est plus précis, c'est juste. Il est plus précis, d'accord ? Mais ça n'est pas une révolution. C'est plus précis, mais ça ne va pas répondre à vos besoins, à vous, dans le cadre de vos déplacements, en fait. Et après, il y a un autre truc qu'il faut savoir, c'est que le tout gratuit sur smartphone n'existe pas. C'est une illusion, pas d'optique, mais une vraie illusion. Et naturellement, un téléphone portable, il faut qu'il enrichisse celui qui le vend. Donc, l'accès au capteur, l'accès à la donnée de localisation sur les téléphones portables est bridé. Et il est de plus en plus bridé. Il s'avère que le contexte européen fait que on a aujourd'hui une bonne motivation pour brider encore plus l'accès. Donc ça complique vraiment la vie de l'ensemble des développeurs, comme au Kinea Digital et d'autres, pour pouvoir avancer. Il y a une promesse aujourd'hui qui est celle d'une plus grande précision avec un service qui va être mis en place qui s'appelle High Accuracy Service, qui va fournir des corrections par Internet. Et ces corrections par Internet vont permettre d'améliorer la précision de localisation sur les téléphones portables. C'est un service qui est en cours de déploiement, dont le phasage, tu disais Miguel, opérationnel 2000... Voilà. Donc ça, c'est des versions de test, fin 2022-2023. Et là, la promesse de précision annoncée, elle est autour du demi-mètre, on va dire, en plan. Donc là, en 3D, on va être à la louche, on va être un peu moins du mètre. Donc on pourrait imaginer le mètre. Mais attention, ça reste dans des conditions de bonne visibilité. C'est-à-dire que ça ne va pas marcher dedans et ça ne va pas marcher quand il y aura des rebonds. C'est-à-dire quand on va être dans un système de ping-pong, avec le signal qui rebondit dans l'environnement, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'à certains d'entre vous, je vous avais recommandé, quand vous placez des balises dans des applications, quand vous vous inscrivez des points de repère que vous géolocalisez dans les applications, Soundscape et autres, levez votre téléphone, mettez-le au-dessus de votre tête, au moins pour les phases d'acquisition. Après, quand vous l'utilisez en opérationnel, c'est pas forcément, on ne va pas relever la main tout le temps. Mais en tout cas, pour enrichir une information géolocalisée, mettez le téléphone au-dessus de votre tête pour augmenter les chances d'avoir une précision plus importante et rester un petit peu sur place. Il y a déjà des solutions qui existent. En quoi est-ce qu'InMob se démarque ? Alors, je ne vais pas redire tout ce qu'on a dit, mais en résumé, InMob se démarque des solutions déjà existantes puisqu'il fait le pari de construire sur la spécificité individuelle du déplacement. Et ça, c'est foncièrement différent de ce que font les autres, puisque la plupart du temps, on développe une technologie, une solution, et on voit comment on peut l'adapter pour répondre à un besoin, par exemple celui du handicap dans la déficience visuelle. Ici, c'est le contraire, c'est de se dire, allons dans l'observation directe et adaptons-nous aux profils individuels qui vont nous permettre ensuite d'avoir des précisions plus importantes. Et en parallèle, allons vers une solution qui ne s'appuie pas sur l'infrastructure. Et donc, allons jusqu'au développement d'applications de guidage intérieur et extérieur précises, sans infrastructure, pour tous, mais adaptées à qui je suis. Ranian, tu fais ta thèse sur InMob. Est-ce que tu peux nous présenter ton travail ? Qu'est-ce que tu fais ? Je travaille sur une solution de localisation des piétons, aussi bien pour les personnes malvoyantes que les personnes voyantes, à l'intérieur comme à l'extérieur, et avec plusieurs modes de porter l'appareil.
notamment le téléphone. C'est le téléphone qui sera censé être notre appareil. Pourquoi à l'extérieur, on a déjà des applications de localisation disponibles. Pourquoi on a encore besoin de mon travail? À l'extérieur, le signal GNSS est disponible et c'est le signal le plus souvent pour utiliser pour localiser les piétons. Et par contre, la GNSS n'est pas disponible à l'intérieur. Dans ce cas-là, on a aussi des solutions de localisation à l'intérieur qui dépendent de l'infrastructure implémentée dans les endroits. Par exemple, la balise Bluetooth, la balise Wi-Fi. Par contre, ces genres d'infrastructures n'existent pas partout. Et quand ni GNSS est disponible, ni infrastructure est disponible, la seule information pour localiser la personne sera des données inertielles enregistrées par le téléphone. C'est pour ça, c'est comme ça je vois la valeur de mon travail. Et comment je vais traiter votre donnée pour arriver à vous localiser? En fait, je vais combiner deux approches. La première approche, c'est artificial intelligence, ce que mon collègue Yacouba a très bien expliqué. En fait, artificial intelligence est capable d'imiter les lois physiques entre les observations et les cibles. Dans notre cas, les observations seront les données inertielles enregistrées par le téléphone et la cible sera des déplacements du piéton, par exemple. Et il peut imiter ça si on lui donne beaucoup d'exemples. Et les exemples seront des acquisitions faites avec vous. Par contre, il y a un côté obscurité de artificial intelligence, parce que artificial intelligence est comme une boîte noire. On a l'impression que ça fonctionne, mais on ne sait pas expliquer pourquoi ça fonctionne et comment ça fonctionne. Il peut donner des résultats complètement biaisés. C'est pour ça qu'on a besoin aussi de la guide de la physique. Donc, la deuxième approche que je vais utiliser, c'est la modélisation biomécanique et puis, je vais aussi apprendre ou étudier la caractéristique individuelle de marche de chaque personne pour nous guider à vérifier si la boîte noire donne des résultats raisonnables ou comment ou guider la boîte noire ou l'améliorer ou corriger. Donc, et on est persuadé que chaque personne a sa façon de marcher et peut être modélisée. Un exemple que je vous donne ici, c'est un modèle qui est développé dans ce laboratoire qui s'appelle modèle de mélange de Gaussien, GMM pour court. En fait, l'idée est que quand la personne marche vers le nord, en fait, la distribution de l'accélération horizontale enregistrée par le téléphone peut être approximée par une somme pondérée de distribution Gaussien. Et la distribution Gaussien a été mentionnée par Damien déjà tout à l'heure. Il peut être visualisé par les petites montagnes ici. Ici, je montre deux exemples. C'est des GMM calculés sur notre participant Pierre-Marie, un homme, et puis Lise, une femme. Pour le mode texting, on peut voir que pour le mode texting, en fait, on observe souvent deux petites montagnes, ça suffit. Et puis, par contre, l'étude montre que chaque personne a son propre motif de GNN et peut être identifié. Donc, la différence va se trouver dans l'étendue de la petite montagne et l'endroit du pic des petites montagnes. Et avec ça, on peut l'utiliser pour la suite de mes études. Merci beaucoup. Merci, Ranyuan. Alors maintenant, Mine, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Je suis doctorant au laboratoire géologue sur le sujet apprentissage et reconnaissance de balises virtuelles pour améliorer la géolocalisation de déficients visuels.
Je vais utiliser des balises virtuelles le long des parcours pour améliorer la précision de personnes. Alors Mine, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une balise virtuelle? Premièrement, les balises sont comme le Wi-Fi, le Bluetooth, etc., configurées dans la ville. En tant que les balises virtuelles, c'est une sorte de repère sur la route permettant aux déficients visuels de s'orienter. Pourquoi utiliser des balises virtuelles? Les balises virtuelles n'ont pas besoin d'être déployées dans la ville comme les balises. Elles coûtent donc moins cher et peuvent être utilisées dans une zone plus vaste, à l'intérieur et à l'extérieur. En identifiant les balises virtuelles, la position des piétons peut être corrigée et le positionnement est plus précis. Quelle est la prochaine étape de ton travail? Je veux travailler avec un autre laboratoire pour construire un questionnaire et les diffuser aux déficients visuels afin d'identifier le repère qu'ils utilisent le long de leur itinéraire dans une ville. Ok. Et comment est-ce qu'on fait pour identifier ces balises virtuelles? Je utilisais l'algorithme d'apprentissage automatique et des traitements du signal pour identifier ces balles virtuelles. Et on passe au dernier bout sur les résultats. Donc, cette année, naturellement, Ranian qui est avec nous depuis le mois d'octobre, et puis Mine, elle nous a rejoint au mois de mars, donc c'est tout frais. Elles ont travaillé sur les sujets avec Yacouba, avec le reste de l'équipe. Et puis, parmi les résultats, on s'est pas mal concentré sur la détection des pas, quel que soit le type de marche. Alors, pourquoi on se concentre là-dessus? C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, on va avoir besoin de quantifier ou de calculer un déplacement. Et le déplacement, en fait, c'est quand vous marchez. Donc, la première étape, c'est avoir correctement le fait que vous marchez et les instants de pas. Et on peut se poser la question de pourquoi faire ça, parce qu'il y a finalement beaucoup d'applications de podométrie qui existent aujourd'hui, qui vous donnent du comptage de pas. Il faut savoir que ces applications-là, aujourd'hui, sont assez imprécises. Et elles sont vraiment imprécises quand vous faites des choses qui correspondent à la vraie vie. C'est-à-dire que si vous marchez avec votre téléphone dans la main, ce que j'appelle en type de marche gâteau d'anniversaire, où il ne faut pas que le gâteau tombe par terre, il ne faut pas que les bougies s'éteignent. Donc vous allez tenir le gâteau de manière très précise dans votre main stable. À ce moment-là, le truc, il va super bien marcher. Mais si vous commencez à être dans la vraie vie, c'est-à-dire que vous prenez votre téléphone, vous le sortez de la poche, vous interagissez avec le téléphone comme vous le faites aujourd'hui d'un point de vue tactile, pour faire défiler des écrans, avoir des informations de direction, qu'ensuite vous le remettez dans la poche, puis que vous le ressortez. En fait, à chaque fois que vous allez faire ces manipulations, vous allez avoir des faux pas qui vont être comptés. Et toutes ces applications de podométrie, elles ont un objectif en général, c'est celui que vous continuiez à l'utiliser. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont surestimer vos déplacements. Parce que finalement, moi, en tant qu'utilisateur lambda, j'ai envie qu'on me dise que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport, qui a beaucoup d'activités, parce que du coup, j'ai l'impression que je vais perdre du poids. Bon, ce qui ne sera pas forcément vrai. Et puis que je vais peut-être vivre plus longtemps parce que je serai en meilleure santé. Bon, ça, on n'en sait rien. Donc voilà, c'est globalement ce qui va se passer. Maintenant, si nous, on s'appuie sur ces informations-là pour vous développer des algorithmes de géolocalisation, eh bien, la première brique qu'on va utiliser, comme elle est foncièrement fausse, tout le reste derrière ne va pas être bon. Donc cette année, on s'est concentré sur cette brique qui est une brique fondamentale. Et on l'a traité d'un point de vue de l'algorithmie, de l'intelligence artificielle. On l'a testé sur les données qu'on a enregistrées avec vous pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Et ensuite, aujourd'hui, on s'occupe avec Okinéa Digital à transférer cette brique sous iOS et Android pour faire un premier exercice d'industrialisation pour aller jusqu'au produit de cette première brique.
Donc là, on va vous présenter, j'ai demandé à mon équipe de faire un essai un peu simple, comparatif, puisque ces travaux qui sont encore en cours, avec des objets connectés du quotidien aujourd'hui, un téléphone portable et un bracelet connecté, pour qu'on puisse je vais vous expliciter en fait en quoi c'est différent et pourquoi chez nous ça marche ou ça marche pas. Et avant ça, je vais demander à Yacouba de venir vous expliquer quel est l'algorithme de machine learning, donc d'apprentissage machine, qui est dans la catégorie de l'intelligence artificielle, que nous, on a utilisé. Ok, donc l'algorithme qu'on a utilisé pour développer notre propre algorithme appelé SmartStep, donc c'est le Let's Gradient Boosting. Donc c'est un algorithme qui est développé par Microsoft. Donc parmi les avantages de cet algorithme-là, c'est que il est assez précis. Donc aujourd'hui, vous allez dans les grandes entreprises ou la majorité des entreprises en France et ailleurs, ces algorithmes-là existent et même sur toutes les plateformes de compétition. Et donc, cet algorithme a des performances inégalées, même au-delà de ce que nous appelons les réseaux de neurones classiques. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour le type d'algorithme. Il en existe plein, hein, mais c'est pour vous expliquer lequel on a pris. Et après, c'est pas parce que vous en choisissez un que votre vie est finie en fait, parce que c'est le début des ennuis. Parce que c'est un outil que vous prenez et il va falloir maintenant le fitter, l'ajuster pour qu'en fait, il apprenne le problème que vous souhaitez résoudre. En l'occurrence, nous, c'est avoir des données d'un capteur ou de 2 capteurs, en l'occurrence, qui sont les accéléromètres et les gyromètres dans les téléphones portables, qui mesurent des accélérations et des vitesses de rotation, et traiter ces données en continu au fil de l'eau pour détecter de la façon la plus fiable l'ensemble des pas que vous avez faits, quelle que soit l'interaction que vous avez avec le téléphone. Donc, c'est pour ça que dans les essais que vous avez fait avec nous, des fois, on vous a dit prenez-le dans la poche, tenez-le dans la main. Des fois, vous l'avez eu dans des passages avec le chien guide, des fois avec la canne pour les mêmes personnes. Donc, on a vécu en fait autant de modes de vie, d'utilisation de l'outil que ce que vous auriez dans votre vie de tous les jours. Et qu'au fur et à mesure, on complexifie les scénarios avec des marches, des tours, etc., etc. Donc l'expérimentation qu'on a fait là, que je leur ai demandé de faire, et je les remercie de l'avoir fait là, cette semaine pour vous, consiste à comparer 3 solutions. Donc dans la main, il y avait un téléphone portable qui était un téléphone Huawei P20. Ensuite, il y a dans la même main un bracelet qui est produit par la marque Xiaomi, c'est le Mi Band 4. Et puis, pour pouvoir savoir si on est bon ou on n'est pas bon, il nous faut une référence. Donc, de nouveau, pour tous ceux qui participent aux essais, vous avez l'habitude, on a un capteur sur le pied. Et bien là, c'est le même principe. On conserve un capteur sur le pied qui s'appelle Ulysse et qui va nous permettre d'avoir la solution de référence. Un certain nombre de scénarios ont été faits. Donc, il y a 4 scénarios, 4 parcours qui ont été faits. On a 3 parcours qui sont assez simples, qui correspondent un peu à toujours le même type de marche, mais différents. Donc, on va avoir des scénarios de texting, des scénarios de swinging. Donc, ça veut dire la texting, c'est la marche du gâteau d'anniversaire. C'est celle où vous suivez une instruction à l'écran. La marche dite de swinging, qui correspond à bras oscillant, c'est une marche où, par exemple, on aurait un bracelet autour du poignet. Et donc, on l'oublie et finalement, le bras oscille autour de l'épaule pendant qu'on se déplace. Et puis après, on a tous les phases de changement. Et donc, dans ces différents essais, on est parti de dehors et on a vécu aussi des passages à l'intérieur. Donc, on a des montées d'escalier, des descentes d'escalier, des ouvertures de portes qui sont vécues par tous ces équipements. Et donc, ça fait 4 parcours complexes. Est-ce que, Yacouba, tu veux rajouter un truc sur la définition des parcours ou avant que je monte le tableau? Ouais. Donc, je vous l'ai dit, en fait, dans les parcours, c'est-à-dire, par exemple, pour les deuxième et pour les troisième et quatrième parcours, il y avait en fait aussi bien les moments où en fait, on montait les escaliers du testing que du swinging. En fait, le quatrième parcours, l'utilisateur avait vraiment la liberté de marcher comme elle voulait, c'est-à-dire comme la vie réelle. Donc, je la laissais faire tout ce qu'elle voulait. Elle ouvrait ses portes d'elle-même. Elle marchait dans les escaliers comme elle voulait. Donc, elle avait vraiment la liberté de faire ce qu'elle voulait. Voilà.
Donc retenez, on a 4 parcours, 3 qui sont, on va dire, plus contraints, et le dernier qui est vraiment un parcours complètement ouvert. Donc en fait, là, vous avez un tableau qui vous donne les résultats pour ces 4 parcours. Donc les parcours, ils comprennent entre 300 pas et on a jusqu'à 730 pas. Et on a les résultats donc, de bonne détection de pas pour chacun des systèmes. Donc le téléphone portable, le Huawei, le bracelet connecté qui est le Xiaomi, et notre solution qui s'appelle SmartStep et qui traitait les données enregistrées par le téléphone. Et donc là, ce qu'on observe, c'est que sur les parcours 1, 2 et 3, où on est sur des choses plutôt simples, on va avoir des performances assez similaires. C'est-à-dire que la variation entre ce que nous, on a fait et les autres outils, elle est de l'ordre de plus ou moins de 5%. Sur 1, ça va jusqu'à 10%. Mais globalement, on est tous dans un mouchoir de poche. Il n'y a pas de modification particulière. Par contre, sur le dernier parcours, qui est le parcours où c'est de la vraie vie, là, les modifications, les variations sont très importantes. C'est-à-dire qu'en fait, pour 509 pas, le Huawei, le téléphone, il va surestimer de 34%. Donc, il va détecter en fait 684 pas au lieu de 509. Pour la bande, donc le bracelet, on pourrait se dire peut-être les bracelets sont plus fités pour ce genre de choses, parce qu'en général, on les achète spécifiquement pour le suivi d'activité. Là, on a une détection de 605 pas par rapport à 509, ce qui fait une erreur de 19%. Et pour le dernier, SmartStep, donc notre solution, on est à 528 pas, ça veut dire que nous, on s'est trompé de 4%. Voilà, et ces performances-là, c'est des performances qu'aujourd'hui, on a aussi sur vos jeux d'essai à vous aussi, qu'on enregistre avec vous, qu'on a fait, qu'on va continuer à faire. Et comme disait Yacouba, on est capable d'apprendre que ce qu'on a observé. Ça veut dire qu'en fait, on va au fur et à mesure, de temps en temps, avoir des performances moins bonnes que ce qui est là. Et même sur ce 4%, on va aller chercher quand est-ce que ce 4% n'a pas marché, pour comprendre quelles sont les choses qu'on n'a encore pas bien apprises et rendre notre processus encore plus intelligent en l'enrichissant sur ces phases pendant lesquelles ça ne fonctionne pas bien. Voilà, ça clôture cette dernière session de présentation des premiers résultats du projet. Est-ce qu'il y a des questions avant d'aller manger? Oui. Sur vos diaporamas, le vert sur du gris clair, on ne peut pas dire que ce soit génial. Alors, je suis d'accord avec vous, mais sachant qu'on a déjà adopté des codes de contraste sur l'ensemble des autres diapositives, je n'ai pas calculé la statistique que ça fait, mais je pense qu'on doit être inférieur à 1%. Peut-être, mais il faut être plus performant au maximum. Ouais, mais vous pouvez peut-être saluer l'effort dans l'autre sens aussi, parce qu'en l'occurrence, l'adoption ici, elle est jusqu'au choix de la police et les contrastes qui ont été validés par des experts sur toutes les diapositives. Donc, un tableau. Voilà. Mais merci pour la remarque, on fera attention la prochaine fois. Oui, une question, Mika. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Dans le calcul de pas, votre témoin, c'est quoi? C'est le film ou c'est le pied? Ouais. Mais votre solution à vous, elle est où? Alors, notre solution, elle traite les données de la main, du téléphone portable. D'accord. D'accord. Okay. Et le pied nous sert de référence. D'accord. Ok. D'accord. Et la solution qu'on a au pied, c'est une solution aujourd'hui qui est ultra validée, puisque l'année dernière, on a gagné une compétition nationale de 4 ans organisée par l'Agence nationale des recherches et le ministère des Armées. On était en compétition avec les plus gros acteurs français académiques et industriels. On avait le CEA, on avait l'ONERA, l'INRIA, XBlue, Sysnav, enfin vraiment des géants. C'était 4 années de travail avec des compétitions en conditions réelles, chaque année de localisation de fantassins. Je vous décris pas les mouvements qu'ils ont faits, mais enfin, ils se sont éclatés. Et c'est nous qui avons gagné. À tel point qu'aujourd'hui, ça a donné naissance au printemps dernier à une start-up qui s'appelle Now4You et qui est en train d'industrialiser le produit
qui correspond à une solution montée au pied et qui donne des traces inférieures au mètre dans tout type de déplacement pour des applications professionnelles. Donc c'est notre propre référence, mais qui est ultra validée pour ce genre d'exercice. Il y a une question derrière aussi, après. Ouais. Oui, moi, je n'ai pas trop bien compris la notion de balise virtuelle. Alors, est-ce qu'on pourrait nous éclaircir cette chose? Oui, sans problème. On a utilisé le terme de balise virtuelle pour des notions de points de repère que vous utilisez sur vos itinéraires et qui sont spatialisés. Donc c'est pour ça qu'avec pas mal d'entre vous, j'ai déjà eu des discussions au cours des essais sur comment vous construisez vos itinéraires, quels sont les points sur lesquels vous vous accrochez au niveau des carrefours, au niveau des trottoirs, en écoutant le bruit de circulation, etc., etc. Et on les qualifie ici de virtuelles dans le sens où elles n'ont pas été matérialisées physiquement par le déploiement d'une balise Bluetooth ou Wi-Fi, ou etc., mais c'est un point de repère qu'on utilise finalement de la même manière que ce code barre à la caisse quand on fait passer un produit. Voilà. Propose d'enrichir ces points ? Oui, comme les soundscapes et tout ça. Mais une des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est que vous avez presque tous des façons de faire en orientation spatiale qui sont assez personnelles, hein, même s'il y a un peu des codes qui sont donnés, soit par les instructeurs de locomotion, soit par des conditions de sécurité. Mais nous, on ne va pas pouvoir couvrir l'ensemble de la planète dès le début. Donc on a besoin d'identifier des points de repère qui sont un peu communs à des stratégies de déplacement sur vos itinéraires. Et donc c'est ce que Mine est en train de faire actuellement, c'est la construction d'interviews avec l'Institut de la Vision et un laboratoire de recherche en psychologie cognitive qui fait partie du département que je dirige, afin d'essayer de trouver des invariants dans ces points de repère qui vous sont utiles en termes d'orientation spatiale sur vos itinéraires. Et ensuite, tout le travail, une fois qu'on les aura identifiés, ce sera d'aller les reconnaître en temps réel sur vos parcours avec d'autres méthodes qui vont être codées et développées et inventées dans le cadre de la thèse de Mine pour pouvoir faire du recalage ponctuel et venir encore rassurer la précision sur les parcours. Donc les deux thèses qui ont été présentées ce matin travaillent en complémentarité. Pour l'instant, chacune avance à son rythme dans son coin, mais vont se rapprocher au fur et à mesure du projet. Bonjour, moi je vous remercie parce que j'ai eu le sentiment d'avoir compris pas mal de choses et c'est quand même une gageure avec voilà, la rigueur scientifique que vous évoquez. Vous avez évoqué à plusieurs reprises la nécessité voilà, qu'on puisse vous aider à relayer votre projet, à recruter éventuellement des compléments de testeurs. Voilà, sur cette dimension pratico-pratique, voilà comment on peut vous aider, dans quel timing et sur quel objet particulier. Fred, tu veux répondre ? Ben merci de votre proposition. Nous aider, je pense que c'est prendre contact, on est déjà en contact, mais c'est de préparer effectivement un certain nombre d'informations, d'éléments que vous pouvez vous diffuser à votre réseau. On peut également nous se déplacer ponctuellement aussi pour faire une petite intervention, pas aussi longue que cette matinée, mais présenter un peu ce qu'on fait et où on en est et comment est-ce que effectivement les gens peuvent nous aider. Alors sur le site internet du laboratoire, on a également un espace en fait où les gens peuvent s'inscrire pour participer aux essais directement et se signaler. Après, je pense que vous l'aurez compris, Frédéric consacre beaucoup de temps à cette communauté. Hein. Donc, c'est le point d'entrée par téléphone, par mail et autres. Ce matin, on vous a dit tout était enregistré. On va travailler avec Okinéa Digital et on en parlait avec la région tout à l'heure à la façon de diffuser ces informations justement pour que quelqu'un qui a envie de s'investir puisse un peu écouter, parce qu'on a beaucoup décrit les choses, on a beaucoup expliqué. Et ensuite, effectivement, prendre contact avec nous. Le formulaire, il a été co-construit avec Okinéa Digital en ligne pour s'assurer qu'il peut être rempli par une personne qui est en situation de déficience visuelle. Donc voilà, on va démultiplier, mais on est conscient que ça ne fonctionne que par l'humain, en fait. Donc il faut des relais humains dans cette histoire.
On a le temps encore pour une question, en fonction de vos envies. Oui, donc pour le déplacement, est-ce que vous pensez ou vous avez entendu parler de la notion de masse pour surtout les personnes non-voyantes complètes? Oui, tout à fait. On a eu des échanges avec une déficiente visuelle qui fait sa thèse là-dessus, et puis on s'est rapproché d'un certain nombre d'équipes, et ça fera partie des questions qui vont être incluses dans les interviews qui vont être conduites sous peu. Ces interviews vont, aujourd'hui, on pense les faire avec l'Institut de Vision à Paris, parce que d'abord, on n'a pas un panel de gens suffisamment importants pour couvrir tout ce qu'on pourrait vivre. On essaye d'avoir de ce travail les points de repère ou leurs caractéristiques les plus grandes possibles. Ça signifie qu'il faut qu'on inclue plus que la déficience visuelle telle que vous l'apportez aujourd'hui, aussi des personnes peut-être en situation de vieillissement avec des pathologies naissantes. Essayez de couvrir un peu plus large, puisque, comme on le disait en introduction, on a cette ambition d'aller couvrir plus large, vous en premier, mais aussi plus large dans le cadre des débouchés de ce projet. Donc là, c'est pareil. Si vous êtes partant, bien sûr qu'on vous passera l'information pour aussi faire partie des personnes qui répondront à cette interview, sachant que du coup, je pense que ces interviews-là, on pourra nous les conduire aussi en direct avec les gens qui sont dans nos panels, et on complétera ce travail avec la partie d'Institut sur la vision. Et donc, les parties masses vont être incluses à l'intérieur. Maintenant, de ce que moi j'ai compris, qu'on a discuté un peu entre nous, c'est quand même très individuel. C'est pas captable, parce que nous, on a quand même besoin de données pour le traduire en technologie. Donc si c'est de l'ordre juste de l'interprétation personnelle, on n'aura rien pour le mesurer. Donc je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qu'on pourra en faire. Moi, j'avoue que ça me fascine, parce qu'on est un peu dans toutes les problématiques de biomimétisme qui consistent à comprendre des choses qu'aujourd'hui on ne voit pas. Donc ça, c'est assez passionnant. Et on va s'assurer, dans la collaboration avec les chercheurs en psychologie cognitive, justement qu'on ne rate pas ce genre de questions dans le cadre des questionnaires. De la démarche que j'ai compris, puisque c'est la première fois qu'on le fait, nous, c'est plutôt une démarche en sciences humaines et sociales, il y a des premières personnes qui vivent cette interview, qui le font en fait, où on attend un retour sur les questions bien posées, pas posées, est-ce qu'il en manque. Donc si parmi vous, il y en a qui sont intéressés à avoir ce rôle-là, entre guillemets, de premier testeur de l'interview pour faire un retour un peu éclairé en disant, là, cette question, j'ai rien compris, c'est quoi que vous vouliez dire, ou il me manque quelque chose qui me semble essentiel, n'hésitez pas à vous manifester. De nouveau, c'est Fred, le point d'entrée. On a fait ça comme ça, c'est lourd pour lui, mais ça simplifie les choses. Après, il peut dispatcher sur le reste de l'équipe s'il faut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes intéressé pour participer à une expérimentation, ou vous voudriez simplement nous poser une question? N'hésitez pas à nous contacter via notre page web. Le lien est présent dans la description de cet épisode.